Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est un sujet sur lequel nous nous mobilisons depuis plusieurs années pour permettre à notre entreprise Verisure d'être encore plus juste, encore plus inclusive. En septembre dernier, nous étions nombreux à nous mobiliser pour la course ensemble aux côtés de Michaël Jérémiaz. 300 collaborateurs ont couru pendant une semaine, ce qui nous a permis de remporter le prix de l'engagement. Et puis à cette occasion, Michaël Jérémiaz avait décidé de mettre à l'honneur une association, Un pas vers la vie. Nous avons fait le 18 septembre dernier une rencontre extraordinaire, celle d'Églantine Émeillé, qui a eu l'occasion de nous présenter son asso, son histoire, et puis nous avions aujourd'hui envie de vous faire partager ce moment. Nous voulions également parler d'un sujet qui fait peur, un sujet trop peu connu aujourd'hui en France, celui de l'autisme. Et pourtant, 700 000 personnes en France sont touchées par l'autisme. Nous voulions également poser un regard différent sur le sujet du handicap, un regard sur celui des aidants, que nous préférons appeler chez Verisure les aimants. Eux aussi, ils sont nombreux en France, plus de 11 millions et probablement nombreux chez Verisure. C'est dans ce contexte que j'accueille ce matin Églantine Émeillé. Églantine, elle est animatrice, journaliste, écrivaine et puis, comme je vous l'ai dit, fondatrice de l'association Un pas vers la vie. Tout d'abord, et pour commencer, Églantine, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous allez ? Mais je vais très bien, je vais très bien. J'ai de la chance d'avoir mis en place des solutions dans ma vie, même si j'ai toujours et j'aurai toujours, je pense, une vie un peu plus compliquée que la moyenne. Mais je vais bien, je vous remercie. Dans votre histoire, Églantine, histoire riche, passionnante, moi j'ai presque envie de dire incroyable. Vous êtes la maman de 2 enfants, Marco et Samy. Samy, c'est un jeune adulte maintenant, polyhandicapé, autiste. Oui. Et peut-être la première question pour entamer cet échange, ce serait de vous demander de nous expliquer simplement ce qu'est l'autisme. Alors ça, c'est pas une question facile. Expliquer l'autisme simplement, c'est très compliqué. Moi, ça fait, Samy a 17 ans aujourd'hui, 17 ans que je suis plongée dans l'autisme. Je vais avoir encore du mal à en donner une définition précise. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, c'est un trouble de la communication, c'est un handicap, plus ou moins lourd. Une personne autiste a les sens, les 5 sens qui sont biaisés, qui fonctionnent pas comme les nôtres. Ils perçoivent tout de façon beaucoup plus intense, beaucoup plus rapidement aussi. Ils n'ont pas le temps de décrypter l'information. C'est un peu comme si, au lieu de regarder par exemple une image complète, eux ne voient que les pixels. Mais le temps de décrypter tous les pixels, l'image elle a déjà bougé et ils ne peuvent plus la traduire en fait. Et c'est valable pour les sons, pour les odeurs, et c'est souvent valable pour le toucher, pour tout. C'est très compliqué pour eux, du coup, d'évoluer dans notre quotidien. Et l'autisme, ce sont de multiples formes. Il y a des autistes qu'on va dire de haut niveau. Ils ont le même niveau intellectuel que vous et moi. Ils ont les mêmes capacités. Ils parlent, ils vivent quasi normalement. Vous en connaissez sans doute plein que vous pensez un petit peu bizarre, un petit peu particulièrement timide, un peu coincé. Parfois, ce sont simplement des personnes autistes. Et puis, il y a les autistes très sévères, comme mon fils, qui sont incapables d'appréhender leur environnement, qui ont tellement de troubles qu'ils sont envahis d'angoisse parce qu'ils ne peuvent pas identifier ce qui se passe autour d'eux et qui réagissent par des auto-stimulations qui les réconfortent, mais parfois qui sont très difficiles pour nous. Dans le cas de mon fils, c'est de l'automutilation pour percevoir son corps, pour calmer d'autres souffrances, sans doute, parce que le bruit peut l'agresser. Il y a peut-être des odeurs qui lui font physiquement mal, tellement il les perçoit de façon violente. Il ne parle pas, il est déficient intellectuel, et voilà, il y a beaucoup de troubles associés. Donc c'est très complexe, l'autisme. Dans différentes interviews, Églantine, vous évoquez la logistique permanente que demande votre enfant handicapé au quotidien. Comment ça se traduit pour un parent aidant ?
C'est très complexe. Quand vous avez un diagnostic d'enfant autisme, aujourd'hui, on met tout en place pour l'aider. Et en général, il faut aller voir un psychomotricien, un psychologue, des éducateurs spécialisés, un ergothérapeute, un orthophoniste. Ils ont beaucoup de difficultés parfois à appréhender des aliments qui les rebutent parce que toute leur sensorialité, en fait, est mise en difficulté. C'est tout bête, mais par exemple, des petits pois, du riz, ces multiples sensations vont les perturber, ils ne vont pas réussir à les mâcher spontanément, ils vont les rejeter. Et leur apprendre à parler, pour ceux qui le peuvent, c'est aussi de longues séances chez un orthophoniste. Donc vous imaginez, ça fait beaucoup de choses, en plus des médecins traditionnels, du dentiste traditionnel, d'aller voir le médecin pour un vaccin. Mais ça, ce sont des prises en charge, et parfois il y a le kiné qui se rajoute, qui sont hebdomadaires. Il faut tous les jours emmener son enfant à ces différentes thérapies, sans compter l'école quand il y a, ou l'institut quand il y a, ou sinon, et c'est le plus souvent le cas, à la maison, les prises en charge individuelles où les parents vont se former et s'occuper de leur enfant toute la journée en essayant de le stimuler. Donc vous vous réveillez très très tôt le matin, vous mettez en place une logistique de malade pour la journée et vous recommencez le soir pour anticiper sur le lendemain. Justement, Églantine, Samy a vécu avec vous jusqu'à l'âge de 8 ans. Vous racontez les premières années, le manque de sommeil. Comment on gère ce manque de sommeil, cette fatigue permanente et puis la vie d'une maman qui reste active? Je pense qu'on le gère. Je ne suis pas plus géniale que les autres. Je crois que c'est l'amour d'abord, c'est votre enfant. Donc vous le faites parce que vous n'avez pas le choix. Personne ne va le faire à votre place et qu'il faut continuer à avancer. Vous avez la tête dans le guidon. Et puis je pense vraiment que le corps s'adapte à des situations incroyables. Jamais j'aurais cru. Moi j'étais une marmotte. Je suis une marmotte au départ qui a mis au monde 2 hiboux. J'ai suivi. Mais c'est vrai que j'ai passé 8 années sans dormir plus de 2 heures d'affilée. C'était très très éprouvant. Je ne vous cache pas les moments évidemment de détresse, où de temps en temps vous vous effondrez, vous n'en pouvez plus. Et j'ai de la chance d'avoir une famille autour de moi que j'ai pu appeler au secours de temps en temps en disant j'ai besoin d'une nuit, là, je vais crever. Donc qui venait dormir à la maison et moi j'allais dormir ailleurs. Mais moi j'ai besoin de travailler. Si je n'avais vécu que handicap toute la journée, mon fils, je serais devenue folle. Je suis en admiration devant les autres mères qui sont nombreuses et qui ne font que ça. Moi, je sentais que je n'étais pas capable et que je n'aurais pas été efficiente pour mon fils si je n'étais qu'avec lui toute la journée. J'ai toujours eu besoin de travailler pour pouvoir aussi m'épanouir ailleurs et reprendre de l'énergie. Pour pouvoir, en rentrant à la maison, j'entamais une deuxième journée très difficile et très longue aussi. Donc, c'était nécessaire et c'était épuisant. J'étais pas hyper performante non plus au travail ou ailleurs tous les jours, mais j'ai tenu bon par amour et par non-choix aussi, je crois. Afin d'être accompagnée au quotidien et offrir à Samy un environnement adapté, rassurant, Samy ne vit plus avec vous depuis l'âge de 8 ans. J'imagine le courage qu'il a fallu pour prendre cette décision. J'imagine aussi la culpabilité. Comment on gère ? Alors déjà, je suis contente que vous évoquiez le mot courage parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu besoin de beaucoup de courage. Ça a été très dur. C'était une décision que je ne voulais pas prendre et en plus que je n'envisageais pas du tout. Et à chaque fois que quelqu'un évoquait avec un mot cette idée-là, je bloquais ou je m'effondrais en larmes ou je l'envoyais balader. C'était pour moi hors de question. Je n'avais pas mis au monde un enfant pour l'envoyer à 8 ans vivre loin de moi. Et puis c'était un bébé. Déjà, il a 17 ans, j'ai l'impression que c'est un gros bébé. Donc 8 ans, c'était mon bébé. Et en fait, il a fallu qu'un médecin avec qui je travaillais régulièrement un jour me dise « mais tu ne te rends pas compte, tu ne te regardes pas, tu es en train de t'effondrer. Et je te rappelle que tu as un autre fils qui a besoin aussi d'une maman qui tienne debout et tu ne vas pas tenir comme ça encore longtemps. » Et puis, mais ça ne me convainquait pas en fait. Jusqu'à ce qu'un moment, c'était les personnes qui s'occupaient de Samy qui me disent « mais là, tu l'obliges à une vie qui ne lui convient pas. » En l'obligeant à se lever le matin à heure fixe pour le déposer dans son institut médico-éducatif, en l'obligeant à passer les week-ends que tu passes avec parfois ta famille et à sortir, enfin, ça ne lui convient pas du tout. Et en fait, il a fallu ça. Et après, je ne vous cache pas qu'il a fallu aussi 6 mois de psychiatrie en tête-à-tête, où j'ai beaucoup évacué pour être
convaincue, il a fallu que je sois moi convaincue à 100% que c'était pour son bien à lui. Je ne voulais pas le faire pour moi, ça j'en étais incapable. Mais c'est vrai qu'un jour, on m'a mis un peu le nez dedans et j'ai fini par réaliser que oui, la vie que je lui offrais, en fait, était absolument pas celle qu'il lui fallait et que je culpabiliserais sans doute encore plus, qu'il fallait que je sois honnête, que je n'étais pas une bonne mère en lui continuant à lui proposer cette vie-là. Et que si je voulais être une bonne mère, c'était me séparer de lui. Ça a été difficile. Le statut, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un statut, le rôle d'aidant. Et je sais que vous travaillez ardemment avec votre sœur Sandrine sur ce sujet-là. On aura l'occasion d'en parler pendant cette semaine avec nos collaborateurs. Comment faire reconnaître ce statut d'aidant? C'est aussi une période qui isole beaucoup des autres. C'est par la force des choses, l'aidance, c'est s'occuper d'un proche en difficulté. On est obligé de le faire et on le fait avec cœur aussi. Ça fait partie de notre vie, mais c'est une charge supplémentaire à un quotidien qui est souvent déjà très lourd. On est très nombreux à être aidants aujourd'hui en France, vous disiez 11 millions. On le sera toujours de plus en plus nombreux parce que il y a nos enfants, mais il y a nos parents qui vieillissent de plus en plus tard avec d'autres maladies. On est tous amenés à être aidants un jour, en fait. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans la société, qui est difficile, qui est épuisant. Mais je pense que simplement, la société aujourd'hui n'a pas encore pris la mesure du problème, qui peut ne pas être un problème. Ça fait partie de la vie. Il faut simplement mettre en place des choses, s'adapter et comprendre que c'est le lot de tous à venir et que on n'est pas obligé d'être dans une société de la performance pour tout, qu'un aidant a des ressources. Je vous raconte pas tout ce qu'on met en place quand on est... vous le disiez, j'ai réussi à travailler pendant des années à m'occuper de mon fils. Je sais que, certes, je n'étais pas toujours performante, mais j'ai réussi. Je n'ai pas eu l'impression que ma carrière en ait terriblement pâti parce que j'ai développé d'autres compétences que je n'imaginais pas chez moi, du tout. D'abord, je suis devenue leaduse, j'étais une suiveuse, j'étais une jeune fille timide. Je pensais pas du tout qu'un jour je serais capable de créer une association, de me battre, d'aller gueuler dans un ministère, d'aller réclamer des choses, d'aller chercher des fonds, de créer une école. Enfin, pour moi, ça, c'était pas moi, du tout. J'étais la personne la plus désorganisée qui soit. Avec toute cette logistique, j'ai été obligée de devenir organisée. Et puis, je suis devenue... je vais à l'essentiel, souvent. Aussi bien dans mon travail que dans l'organisation de la maison. Et ça, c'est quelque chose que j'ai acquis, que je n'avais pas du tout. J'étais hyper désorganisée, moi, comme fille. Maintenant, je suis pratique, je fonce, je travaille mes dossiers d'une efficacité, d'une rapidité, parce que j'ai pas de temps à perdre, quoi. Ce que vous dites, Églantine, c'est extrêmement intéressant. Et si on replace en fait vos propos dans le cadre de l'entreprise, où effectivement, ce que nous attendons de nos collaborateurs, c'est qu'ils soient performants, extrêmement performants. La faiblesse a finalement peu sa place dans le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos collaborateurs et qui trop souvent n'osent pas dire qu'ils sont aidants, qu'ils supportent un proche au quotidien? Moi, je comprends qu'ils n'osent pas dire et pendant longtemps, je me suis posé la question d'abord parce que moi, j'ai été élevée avec l'idée qu'on séparait complètement vie professionnelle et vie privée. Mais élevée avec ça, même à l'école, on ne parlait pas de ces soucis. Mes parents nous envoyaient à l'école même assez malades. C'était deux mondes séparés. Donc, j'avais appliqué la même chose au travail. Il y avait une forme de pudeur aussi. La plupart des gens n'ont pas envie non plus de se livrer à des gens qui ne sont pas forcément leurs amis intimes. C'est pas facile d'amener sa vie privée au travail. Je pense d'abord que les entreprises ont tout à gagner à faciliter ce genre de choses parce que l'entreprise a un vrai rôle social aujourd'hui, que remettre de l'humain dans tout, c'est essentiel. Et je pense qu'il y a d'abord un travail à faire sur soi-même pour les collaborateurs, se débarrasser de cette pudeur qui finalement n'est pas légitime, n'a pas lieu d'être en fait. Parce que plus on parlera, plus on remettra de l'humanité dans tout ça. Et puis l'expérience m'a prouvé, à un moment j'ai décidé que le handicap de mon fils, je ne devais pas en faire un tabou, que ça suffisait comme ça. D'abord parce que j'avais un fils aîné et que je trouvais que faire du handicap de son frère quelque chose de tabou ou qui me mettait mal à l'aise était quelque chose qui allait lui peser, donc je ne voulais pas. Et puis j'avais décidé que voilà, c'est la vie.
J'ai pas décidé d'avoir un enfant handicapé, mon fils n'a pas décidé d'être handicapé, c'est arrivé, je n'ai pas à en avoir honte ni à en être gênée, et que plus j'en parlerai, plus moi aussi je me débarrasserai d'une forme de poids qui m'aiderait à avancer. Et le fait est qu'à chaque fois que j'ai pu en parler, et je continue, je constate face à moi des barrières qui tombent. Et le fait d'oser dire la réalité des choses, finalement j'ai des regards beaucoup plus indulgents que quand je trichais, que je cachais, où du coup ça générait une incompréhension qui était beaucoup plus difficile à gérer après. Donc moi je dirais à vos collaborateurs, soyez sincères. Débarrassez-vous de la gêne, de la timidité, de la pudeur. Soyez sincères parce que face à la sincérité, moi je retrouve systématiquement de l'écoute, de la bienveillance, de l'humanité. Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu plus personnelle. Ça fait 17 ans maintenant que vous êtes une aidante, une aimante pour Samy. Moi, j'ai juste envie de vous poser la question, mais vous, qui vous aide? Ça, c'est une bonne question qui m'a longtemps perturbée. Quand j'arrivais chez les médecins avec mon fils, qui criait tout le temps, qui ne supportait pas de rentrer d'ailleurs dans une pièce qu'il ne connaissait pas, donc les entretiens étaient très difficiles, je voyais des têtes de médecins effarés et qui me regardaient en me disant « Mais surtout, prenez soin de vous, madame, reposez-vous. » Et ça m'énervait. Je me disais « Mais je fais comment? Est-ce qu'eux veulent me prendre mon fils 2 heures pour que j'aille faire une sieste ?» Donc, qui m'aidait. Alors aujourd'hui, il ne vit plus avec moi et c'est vrai que ça m'a pris du temps de me réapproprier mon sommeil, de me débarrasser de la culpabilité. C'est très difficile. Je dors pas toujours encore très bien, mais je crois que j'ai eu la chance d'être un peu égoïste quand même, toujours. Même quand Samy vivait avec moi au quotidien, je ne me suis jamais interdit de prendre une babysitter pour m'autoriser un dîner entre amis, un cinéma. Alors j'aménageais, je partais quand Samy était en train de dormir, il y avait des barrières autour de son lit, des tas de choses, et la babysitter, globalement, elle n'avait rien à faire, et je savais que Samy dormait bien 3 heures entre 20h et 23h. Ces 3 heures-là, elle pouvait être à moi si je voulais. Je prenais une babysitter et je sortais, et je rentrais avant les 23h. Je connais plein de mamans d'enfants handicapés qui refusent de s'accorder ça. Voilà, moi j'ai toujours osé le faire et je pense que cette part d'égoïsme m'a un peu sauvée. Et dans l'entreprise, ça c'est quelque chose moi qui m'interpelle beaucoup. Comment on pourrait nous faciliter l'entraide entre nos collaborateurs? Comment certains collaborateurs pourraient aider d'autres collaborateurs qui sont eux-mêmes aidants? Alors en fait, c'est pas difficile. Je pense qu'on pourrait avoir des réseaux internes. Moi, à un moment, j'étais dans une telle situation où j'en avais jusque-là, enfin, je gérais tellement de choses que j'ai une sœur un jour qui m'a dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ce que tu veux, sauf m'occuper de Samy. J'ai peur et je n'ose pas et je n'y arriverai pas. » Et en fait, je me suis dit « Mais finalement, les week-ends pour moi, c'était le moment redouté. C'est le moment où vous n'avez plus aucune aide de personne. Vous attendez impatiemment le lundi matin qu'une éducatrice vienne s'occuper de votre fils. » Le week-end, j'étais seule avec mes 2 enfants à gérer les vomissements de mon fils qui se faisait vomir volontairement, ses coups, les nuits blanches, mon fils aîné qui voulait aussi sortir, et les courses, la vaisselle, le dîner à préparer, le linge à laver, la maison à nettoyer. Et là, tout d'un coup, j'ai dit à ma sœur, « Ok, je m'occupe de Samy, je l'emmène au parc, tu peux aller me faire les courses, me préparer le dîner des enfants pour ce soir, me faire un peu de lessive. » Et là, tout d'un coup, on a réalisé, il me dit, « Mais oui, mais attends, mais on va organiser une équipe. » Et je vais le faire tous les week-ends, puis en semaine si tu veux. Et donc je pense, c'est tout bête, mais entre collaborateurs, vous avez un aidant qui doit aller retrouver sa mère pour l'emmener chez un médecin et qui n'a pas le temps de s'occuper des devoirs de son enfant. Si quelqu'un habite pas très loin et a envie de faire les devoirs de l'aîné, venir l'aider pendant une demi-heure, aller lui acheter de quoi faire son dîner le soir, c'est tout bête. Vous allez faire vos courses, faites-en en même temps pour votre collègue, vous lui apportez. Il les récupérera. Je pense que ce n'est pas un effort surhumain et ça change énormément pour la personne aidée. Et puis, il y a une chose, je pense aussi, qu'on peut faire pour les aidants au sein même de l'entreprise. Moi, il m'est arrivé au travail d'avoir des interviews à préparer, des dossiers à faire pour des petites enquêtes. Et puis, tout d'un coup, dans la journée, d'être appelée parce que Samy, dans son institut, faisait une crise d'épilepsie et on me disait d'y aller. Et là, tout d'un coup, de me dire « Mais moi, j'ai ça à faire pour demain matin, comment je fais ?»
Et en fait, à un moment, j'ai proposé à des collègues d'échanger certaines tâches. C'est-à-dire que je disais à un collègue, est-ce que tu peux faire cette pré-interview au téléphone pour moi aujourd'hui? Moi, de toute façon, je ne dors pas la nuit. Entre 3h et 4h du matin, je peux écrire cette chronique pour toi si tu veux, ou préparer tel dossier pour toi. On s'est arrangé souvent comme ça. Et je pense qu'au sein d'une entreprise, on est tous quand même multicompétents et on peut de temps en temps, je pense, s'échanger des tâches à des moments qui arrangent les uns les autres. Et je crois aussi qu'il faut que vos collaborateurs aidants puissent prendre le temps, une demi-heure, à part pour se dire, mais finalement, depuis que je suis aidant, quelles compétences ça a développé chez moi? Et oser affirmer ses compétences. Oui, c'est vrai que des fois, je vais partir plus tôt du travail. C'est vrai que parfois, j'ai la tête un peu prise par tel sujet, mais voilà ce que je sais faire depuis que je suis aidant. Et ça aussi, ça décomplexe pas mal. Chaque année, en France, ce sont 8000 enfants qui naissent autistes. Ces nouveau-nés deviennent des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, puis des adultes. Est-ce que, avec le temps, c'est plus simple? Malheureusement, non. Et moi, j'ai de la chance d'avoir trouvé une prise en charge qui n'est pas celle dont je rêve, mais qui est pas mal. C'est plus facile aujourd'hui pour moi parce qu'il n'est plus au quotidien avec moi, mais au sein de l'association, je vois des parents et ceux qui étaient là avant me disaient « tu verras, c'est de pire en pire ». Et je le constate. Pour ceux qui n'ont pas de solution ou des solutions qui sont un petit peu mal ficelées, si vous voulez, en grandissant, pour les autistes les plus sévères, les troubles ne se calment pas. À l'adolescence, on fait face à la puberté, à beaucoup d'évolution du corps de nos enfants qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ça reste une étape difficile. Il faut faire face à des pulsions sexuelles aussi, il faut être honnête, qui ne sont pas simples à gérer. Et puis à l'âge adulte, vous vous retrouvez parfois avec des adultes très grands qui sont pleins de frustration, leurs angoisses n'ont pas diminué et les places de prise en charge sont de plus en plus rares. Donc beaucoup de familles se retrouvent avec des adultes pendant toute leur vie, avec cette angoisse du moment où eux ne seront plus là. Donc non, malheureusement, pour la personne autiste, il n'y a pas forcément des améliorations très concrètes. Alors évidemment, je parle des autistes les plus difficiles. Pour des autistes qui ont des capacités, la société a fait quand même quelques progrès depuis quelques années. L'inclusion scolaire va favoriser aussi les choses. Il va falloir qu'on arrive à les faire rentrer plus facilement dans le monde du travail, dans les études bien sûr d'abord. Ça arrive, mais à quel prix ? Au prix de quelle énergie pour la personne autiste? Il faut encore des choses qui s'adaptent. Mais pour les autistes d'un bon niveau, je dirais que oui, les choses peuvent s'améliorer. Pour les autres, malheureusement, ça reste plus difficile. Pour revenir sur l'association Un pas vers la vie, on a eu l'occasion d'échanger avec votre sœur Sandrine. Qui dirige l'association. La finalité de l'association, c'est quoi aujourd'hui? C'est justement de créer des places pour des enfants autistes. Alors, nous avons la réputation, Un pas vers la vie, d'accueillir justement les autistes les plus en difficulté, les plus sévères. Aujourd'hui, il y a assez peu de places en institution, mais quand il y en a, ils préfèrent ne pas prendre un autiste trop sévère. Donc malheureusement, ce sont les familles qui sont le plus en difficulté qu'on n'aide pas. Donc nous, aujourd'hui, on crée des écoles où on accueille les enfants toute la journée. Quand ils ont des places à l'école traditionnelle, c'est souvent juste quelques heures par semaine, on fait en sorte que nos éducatrices qui travaillent en tête-à-tête avec l'enfant, parce qu'on fait vraiment du 1 pour 1, accompagnent l'enfant à l'école pour que l'institutrice ne soit pas en difficulté, que l'enfant ne le soit pas non plus, qu'elle traduise les consignes et qu'elle l'aide à s'habituer. Et puis petit à petit, ils font des progrès. C'est-à-dire que même dans cet état d'autisme très sévère, on leur donne un moyen de communication. Et ça, je suis intimement persuadée que toute personne lourdement handicapée peut apprendre à communiquer. Même mon fils, qui vraiment est très handicapé, a 5 signes, par exemple, pour communiquer. C'est très peu, mais ça diminue les troubles. Et tous ces autistes qu'on reçoit, on a des méthodes très diverses. On leur donne un moyen de communication. Et puis, on leur apprend à s'habiller, à se laver les dents tout seul, à manger. Ça change la vie de famille d'un point, mais de façon énorme déjà, drastique. Donc même pour ceux qui ne vont pas à l'école, il y a une éducation à mettre en place qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on fait, on crée des écoles. Lors de la course ensemble, on avait été très marqués. À la fin de votre intervention, vous aviez souhaité vous adresser aux enfants pour leur parler de l'autisme. Oui, ça me semblait. Il y avait plein d'enfants qui étaient là, assis par terre, et je me suis dit,
Il faut que j'en profite parce que si on veut que la société change de regard sur le handicap en général, et c'est vrai que l'autisme me concerne, ça passera par l'éducation. Et on a tendance à penser que les adultes sont durs et que les enfants ont un regard plus naïf. Mais non, les enfants ont un regard cruel aussi. C'est pas évident. Et à l'école, très tôt, arrive ce moment où il faut se fondre dans un groupe. Et celui qui est un petit peu différent, un peu timide, qui s'habille pas comme les autres, qui est un peu en décalage, on le rejette. Et je voulais que ces enfants, je voulais leur dire, si tu vois quelqu'un qui est tout seul, que tu trouves un petit peu bizarre, qui a une façon de parler ou des gestes que tu trouves bizarres, n'en aie pas peur et ne le rejette pas. Au contraire, va lui parler, demande-lui pourquoi et ne le laisse pas tout seul. C'est la pire chose que tu puisses faire. Et si ces enfants entendent ce message et si ces enfants osent aller vers la différence, je pense qu'on va gagner énormément. Et pour nos enfants handicapés, qu'ils soient autistes ou qu'ils aient d'autres troubles, d'autres difficultés, ou qu'ils soient simplement, je sais pas moi, jaune, vert, différents simplement, si les autres entendent qu'être différent ne doit pas faire peur et ne doit pas être sujet de moquerie, mais qu'au contraire, on va s'intéresser à lui, vous imaginez, on changera tout. Pour finir, Églantine, Samy, aujourd'hui, il va comment? Alors, il a des hauts et des bas, comme toujours, parce que ça reste un autiste avec de gros troubles du comportement. Je dirais qu'il va beaucoup mieux, évidemment, que quand il vivait avec moi. Et puis, je l'ai changé d'établissement. Il y a 2 ans, il est arrivé dans un établissement qui n'est plus un hôpital, donc c'est beaucoup plus calme. Il a sa chambre à lui, ce qui me semblait vital pour une personne autiste qui ne supporte pas le bruit des autres, la vision de trop de monde en même temps. Ça l'a beaucoup apaisé. On a, lui et moi, de bien meilleures relations. Parce qu'évidemment, quand je vais le voir, je suis totalement à sa disposition, c'est beaucoup plus facile. Je ne suis pas épuisée, nerveuse, tout. Donc, je pense que lui le ressent, c'est une éponge. Il est beaucoup plus dans l'échange avec moi. Donc, je trouve qu'il va beaucoup mieux. Après, je découvre aussi que le handicap et le polyhandicap, parce que Samy a d'autres soucis, malheureusement, j'ai l'impression que plus on grandit, plus on accumule les soucis. Et ça, je sais que je vais face à d'autres épreuves avec lui de ce point de vue-là, et qu'il faudra toujours le soutenir, l'accompagner et le rassurer. Donc, je garde une petite angoisse. Et puis, globalement, je trouve que quand même, Pendant longtemps, je me disais, c'est un enfant qui ne sera jamais heureux. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des moments où il l'est. Merci beaucoup, Églantine Émeillé. Merci à vous. Moi, je sais, et vous le savez, extrêmement admiratif de votre combat, de votre courage. C'est gentil. Pour moi, les super-héros aujourd'hui, ce sont vraiment les aidants. Et j'aimerais vraiment pour nos collaborateurs, leurs proches, qu'ils arrivent à libérer la parole, qu'ils arrivent à dire les choses. Soyez fiers de vous. Exactement. Aimez. Et j'espère que ce moment, cette interview permettra vraiment de libérer la parole, parce que dire, c'est aussi se mettre en position d'être aidé, parce que écouté, compris. Voilà, j'espère vraiment. Et puis, je crois vraiment que quand vous oserez parler aux autres, vous découvrirez que les autres aussi ont des choses à dire et qu'ils sont peut-être aussi un aidant. Et ça change tout. C'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Delphine.